Olivier Souris, en direct du festival Quartier du Livre. Olivier Souris, vous qui êtes écrivain, dramaturge, quelle a été la motivation, comment avez-vous trouvé l'inspiration pour écrire, créer un roman fantasy? Alors, ça remonte à très loin, parce qu'enfant, j'adorais dessiner des cartes, inventer des mondes, et puis écrire des contes, des légendes comme ça. Et puis finalement, le temps a passé, et l'écriture de ce livre fantasy, en fait, ça m'est arrivé il y a à peu près 4 ans. J'ai commencé un premier jet. J'ai écrit l'arc narratif de l'ensemble de l'histoire. C'est une saga. Nathan Wheelers, le nouvel élu, étant le premier de cette saga. Et puis j'ai eu l'opportunité, après Mes Amours souterraines, de proposer Nathan Wheelers à mon éditeur, qui en a fait un beau retour et qui a dit mais banco, on le publie. Et dans Nathan Wheelers, ce qui me plaît, c'est le rapport à l'enfance, bien sûr, aux contes, aux légendes. Je suis breton d'origine, donc il y a la forêt de Brocéliande, il y a la table d'Arthur. J'ai baigné dans cet univers-là quand j'étais petit. Et puis ça m'a nourri, ça m'a nourri, ça m'a nourri. Et puis donc j'aime la fantaisie. Et l'idée aussi que dans cette fantaisie, il y a l'histoire des sorciers, oui, mais il y a l'histoire de l'écologie, de la nature. Le rapport à la nature est extrêmement important dans cette saga. Très bien. Alors, qui vous a inspiré le nom du héros? Nathan, j'aimais le prénom Nathan. Nathan. C'est-à-dire que dans des romans précédents, j'avais déjà cette idée d'utiliser ce prénom Nathan, mais je trouvais que ça avait un rapport très enfantin pour des romans plutôt adultes. Nathan, et puis j'aime les variations, et j'aime les variations littéraires, et symboliques, et donc du coup je me suis dit, Nathan, en fait c'est venu très naturellement, Nathan, au niveau de la prononciation. Ça coulait de source. Oui. C'est devenu très logique, en fait, Nathan, très très vite. Nathan Wheelers. Très bien. Donc ce héros va traverser, je pense, d'après ce que vous m'avez vraiment délicatement dessiné les prémices en fait de ce roman, de cette saga, va traverser différents mondes, n'est-ce pas? Alors oui, mais la particularité de Nathan, c'est qu'au départ, il vit sur une île, seul avec ses parents qui sont climatologues, et puis ils ont l'ami de la vieille famille qui est un pêcheur qui s'appelle Isidore Mounmouche. C'est les seuls occupants de l'île, en dehors évidemment de la faune qui les peuple. Nathan a un seul ami, seul compagnon, c'est un chat qui s'appelle Magnetic Power, qui est un chat qui a surgi dans sa vie comme ça, un chat très jeune à l'époque, à peine sevré, mais un chat aux particularités très singulières. Et ça, on va le comprendre au fil de la lecture et de la narration. Et en fait, du coup, Nathan, le jour de cette raison, il reçoit un présent. Et à partir de ça, toute sa vie va être conditionnée. Voilà, conditionnée. Mais au départ, Nathan, c'est un enfant qui est en symbiose avec la nature de son île, les reliefs, qui part en errance, qui a donc ce goût pour l'aventure, et puis finalement, il a déjà cette expérience d'être en immersion dans des environnements qui sont un peu mystérieux, peut-être au bord du danger aussi. Voilà, malgré les interdictions qui lui ont été faites par ses parents, évidemment, en disant mais surtout tu t'aventures pas là, c'est trop dangereux. Voilà. Donc il a ce rapport-là, Nathan, ce qui le conditionne énormément. Il vit donc seul en fait avec ses parents. Il a jamais rencontré des enfants de son âge et voire des enfants tout court. Il ne sait pas, il ne connaît pas l'amitié entre les immortalis. Voilà, donc à ce niveau-là, ça peut être très perturbant
pour un garçon qui arrive à un âge où même s'il vit dans une île, il a envie de s'évader, il a envie de faire de nouvelles rencontres. Mais en même temps, il est bien dans ce monde-là. Et puis les parents ont tout fait pour le protéger, toujours de l'extérieur, Oui. tout le temps. Il ne faut pas oublier que l'île de Marvelous, en fait, est séparée du grand continent. Marvelous, Oui. très joli. Ouais. Est séparée du grand continent par le fleuve Hérodisson. Et le fleuve Hérodisson, c'est un fleuve qui est en perpétuel mouvement, qui est très dangereux. De le traverser, c'est extrêmement dangereux, c'est mortel. Et il y a seuls deux professeurs qui viennent du grand continent, qui parviennent à le traverser pour lui enseigner le savoir nécessaire à l'éducation d'un enfant, quoi. Est-ce que vous êtes inspiré de jeux de fantasy ou de jeux vidéo ou de séries Je pense que j'ai été très marqué par Tolkien. Mais oui. Voilà. C'est le maître absolu, Tolkien. Et puis, alors il y a Philippe K. Dick aussi qui a créé des mondes un peu parallèles, mais c'est totalement autre chose. Là, dans Tolkien, c'est... il a inventé une langue en plus. Donc, quand on a un imaginaire assez débordant, en général, ça nous aide énormément. Et puis, on se sent légitime pour inventer des histoires. Voilà, en toute modestie. Tolkien, ça restera le maître absolu de la fantaisie. Oui. Écoutez, je suis aussi étonnée de la couverture du livre. Je crois que c'est vous qui avez créé le visuel, en fait. J'ai créé le visuel, évidemment, en accord avec l'éditeur, qui a toujours son mot à dire. Oui. Voilà. Et puis les dessins à l'intérieur, les cartographies notamment, oui. puisque pour situer l'histoire dès le départ, il fallait créer une cartographie. D'accord. Parce que cette histoire, au départ, se déroule sur une planète qui s'appelle Monde-Terre, qui ressemble à la nôtre, sauf que dans la fantasy, ce qu'on admet, c'est l'existence des sorciers. Donc les sorciers, c'est un peuple, c'est un pays dans le grand continent, qui est à la frontière des pays des Immortalis. Voilà, grande ville, qui s'appelle Grande Ville. Et puis, en fait, Monde-Terre est relié à 6 autres planètes par un corridor céleste. Je pense que ce qui est important, c'est pourquoi le corridor céleste. C'est le seul moyen d'atteindre l'autre planète. Parce qu'il y a eu, en fait, la guerre des ressources, et les ressources se sont taries. Et donc, il n'y a que des élites, à la rigueur, qui peuvent utiliser les ressources. C'est donc le minerai, c'est donc le pétrole. Et donc, tout ce qui a été inventé avant au niveau des machines, ils ne peuvent plus s'en servir. S'il y a eu des vaisseaux spatiaux, il y a très longtemps, finalement, puisqu'il n'y a plus de ressources suffisantes pour les faire voler. Donc, il y a uniquement le corridor céleste qui permet, entre les mondes, d'être reliés. Sauf que Grande Ville est dirigée par un dictateur qui s'appelle Cicéron Ruskin. C'est un Immortalis qui a gagné la guerre contre les sorciers Vorlac. En gagnant la guerre, en fait, il a réussi à confisquer tout leur pouvoir. Seulement, il ne sait pas s'en servir. Alors, il s'est allié à un sorcier noir. Il y a toujours dans les sorciers un mauvais sorcier, voilà, qui a des comment dirais-je, des vues funestes sur le monde. Malfaisante, voilà, exactement. Mais donc, comme les autres planètes ont eu peur et ont peur de ce dictateur allié à ce sorcier noir, ils ont érigé, ou fait édifier des citadelles entre les planètes. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà. Mais pour l'instant, le premier tome se déroule vraiment au niveau de Marvelous, au niveau de Nathan, qui va devoir prouver s'il est le nouvel élu ou pas. Mais à son insu, parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas le monde des sorciers. Il sait que ça existe, il a lu ça dans les livres que ses parents lui ont fait, mais c'est tout. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une sorte de référence à peut-être une destruction de la planète Terre ou pas du tout? Clairement, c'est complètement... il y a toute la... en fait,
au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, on va découvrir effectivement combien les immortalistes mettent en danger leur propre planète. Oui. Voilà, en détruisant Oui. détruisant tout et en s'imaginant qu'ils sont suffisamment intelligents, avancés pour créer toujours les solutions pour éviter justement la destruction de cette planète-là. Sauf qu'à un moment donné, s'ils vont trop loin, ils vont, eux, jouer à l'apprenti sorcier, et puis en risquant effectivement de détruire le monde de Terre. Voilà. C'est un très beau message qui essaie message, d'analyser, hélas, les attitudes. C'est ça, c'est-à-dire que c'est traité sous forme de conte philosophique, mais il y a quand même, je pense, un message aussi à la décroissance, qui, à mon avis, est nécessaire. Parce que les minerais, ce qu'on oublie souvent, on ferme les yeux dessus, et tout ce qu'on utilise pour fabriquer des téléphones portables, la technologie, c'est des minerais. Il ne faut pas oublier que dans les mines où on puise ce minerai, c'est beaucoup d'enfants. C'est beaucoup d'enfants. Et notamment, par exemple, je pense en Guyane, où il y a des puits qui ont la taille des enfants et qui font plusieurs mètres. Il n'y a qu'un enfant qui peut rentrer. Et en fait, on enfonce, c'est carrément, on enfonce un enfant pour aller extraire le minerai. Je veux dire, ça, on l'oublie très très vite, on ferme les yeux dessus, clairement. Et je pense que dans Nathan Wheeler, ce nouvel élu, et carrément dans la saga, il y aura ce traitement de ce qu'on peut faire de pire aux enfants, déjà, à notre propre espèce, et puis à la nature, et à l'écorce terrestre. Voilà. Exactement. Écoutez, nous avons vraiment hâte de lire déjà le premier tome, et vous pensez que ça sera une saga de combien de... Elle est prévue en 7 tomes. En 7 tomes? Oui. Ben, c'est merveilleux, c'est énorme. Oui. Vous êtes formidable. Merci beaucoup, Olivier Souris. Merci beaucoup. Nous avons hâte de vous lire vraiment. Merci. Merci.